Donc, juste pour revenir à cette introduction, notre forum, euh, l'objectif est de vraiment réunir les organisations des trois pays qui travaillent directement sur des questions de migration et de contrôle des frontières en France du Nord, en Belgique et au Royaume-Uni. L'idée de partager des informations et avoir une meilleure coopération au niveau de la société civile en ce qui concerne les contrôles aux frontières, contrôle de migration, pour bien comprendre ou mieux comprendre la situation actuelle ou les situations dans différents pays et l'histoire derrière ces situations. Donc, pour mieux pouvoir comprendre le travail du forum, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Juste pour vous dire que ce forum, donc Cross Border Forum, et le travail des différentes organisations ont mené à l'idée de cette conférence, de cette journée de travail. Et nous espérons vraiment pouvoir réunir les personnes de différentes disciplines des trois pays pour partager des informations, des analyses par rapport à notre frontière commune et comment cela a été organisé et l'impact de tout cela sur ceux qui travaillent avec des questions d'immigration. Donc, l'idée de vraiment avoir des débats autour de la situation actuelle dans nos régions, en France, au Royaume-Uni et en Belgique. Par exemple, comme nous le savons déjà, il y a vraiment des nombres de traversées de la Manche très élevés en ce moment et les taux de décès augmentent également. Donc, comment est-ce que nous pouvons expliquer cette situation? En utilisant nos analyses et les recherches que nous allons examiner aujourd'hui, l'idée de mieux comprendre et mieux pouvoir défier les politiques et la législation qui sont en train d'être introduites dans les différents pays et mieux soutenir également notre militantisme pour vraiment défier cette organisation frontalière. Donc, juste pour vous présenter brièvement le programme, nous allons diviser notre journée en quatre. Donc, nous avons notre première table ronde qui va focaliser sur une vision historique de la frontière britannique, surtout pour bien comprendre comment cette frontière s'est externalisée dans les deux autres pays. Notre deuxième table ronde va se focaliser sur l'immigration et l'utilisation des contrôles dans les trois pays et l'impact sur les personnes et leur vie. Notre troisième table ronde va focaliser sur la délégation du contrôle aux acteurs non étatiques et aux autres États également pour contrôler les frontières et l'immigration. Et notre quatrième table ronde va être une discussion plutôt ouverte par rapport à ce que nous pouvons faire pour faire face aux différents défis et aspects que nous avons examinés lors de notre journée. Pendant ces discussions, nous encourageons tous les participants à poser des questions et nous avons bien entendu cette période de questions-réponses à la fin et de discussion pour vraiment pouvoir partager nos réflexions et questions. J'espère que cela vous donne une vue d'ensemble de comment notre journée va être organisée. Je vais maintenant envoyer la version PDF du programme aux participants dans la boîte de discussion. Et pour juste vous rappeler, merci Pierre du rappel dans la boîte de discussion. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas en train d'intervenir, si vous pouvez peut-être, s'il vous plaît, vous mettre en sourdine pour faciliter le son, l'audio. Merci. Je crois que maintenant nous avons bien couvert tous les éléments techniques et l'introduction, mais s'il vous plaît, à la fin de notre journée, si vous êtes intéressé à savoir plus par rapport au travail du forum, n'hésitez pas à nous contacter. Ou si vous avez d'autres questions.
en ce qui concerne notre travail. Voilà. J'espère que la fonction d'interprétation marche bien pour vous tous et que j'ai parlé à un rythme assez lent et assez posé pour cette fonction d'interprétation. Juste pour expliquer également que chaque table ronde va être introduit ou organisé avec des présentations des différents intervenants. Et puis, nous allons avoir cette période de discussion. Les modérateurs vont examiner vos questions au fur et à mesure dans la boîte de discussion. Si vous avez des difficultés techniques, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous dire dans la boîte de discussion maintenant, avant de continuer. Donc, ça marche pour tout le monde, super. Donc, l'introduction, je crois, vient vous donner une idée de comment cette journée va fonctionner. Et également, d'où vient l'idée de cette conférence d'aujourd'hui. Donc, l'idée de vraiment examiner ce qui se passe au niveau des différents États, les discussions, nous avons vraiment souligné l'importance de vraiment partager les informations entre nous au niveau de la société civile. Donc, juste pour réitérer, encore une fois, j'aimerais bien vous remercier de votre présence aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir rester parmi nous pendant cette journée. Et si vous devez jamais nous quitter pendant cette journée, n'hésitez pas à utiliser ce lien Zoom, ce même lien, pour se reconnecter. Et n'hésitez pas à utiliser aussi le bouton d'interprétation. Je vois qu'il y a une question dans la boîte de discussion par rapport à l'enregistrement. Est-ce que nous allons partager cet enregistrement? Donc, juste pour vous rappeler, nous sommes en train d'enregistrer la réunion. Mais si jamais vous ne voulez pas être enregistré, n'hésitez pas à nous informer parce que nous pouvons bien couper les parties avec vos interventions. Donc, oui, normalement, nous allons rendre cet enregistrement public à la fin. Donc, voilà, juste pour vous informer. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui aimerait bien aussi participer au sommet sur le climat. Il va participer. Ah, elle va participer. Oui, je comprends bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Voilà, je crois que j'ai fini un peu à l'avance, mais nous pouvons déjà, je pense, commencer à présenter notre première table ronde, ce qui va être facilité par Maëlle. Donc, je pense que nous avons tous les intervenants pour cette table ronde. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Maël Galisson et je suis membre du GISTI, le groupe d'information et de soutien aux immigrés. Je vais assurer la modération de cette première table ronde. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints dans cette journée d'études. Cette première table ronde a pour objectif de revenir sur l'histoire de la construction de cet espace frontalier entre la France, la Belgique et le Royaume-Uni, et notamment sur la manière dont son contrôle a été externalisé en France et en Belgique par le biais d'accords bilatéraux, ainsi que l'impact que cela a eu pour les personnes en exil bloquées à cette frontière. Alors, pour démarrer cette introduction, il me semble important déjà de remercier les intervenants et intervenantes présentes à cette table ronde, à savoir Lucie Meiblin, Olivier Kahn, Marley Maurice et Olivier Clochard. Donc, merci à vous de vous être rendus disponibles pour participer à cette journée. Je vais avoir la lourde tâche d'essayer de faire respecter le timing, à savoir que votre temps d'intervention, chacun et chacune, est de 15 minutes. L'idée de respecter un peu ce temps d'intervention, c'est de permettre justement après un temps de discussion avec la salle.
S'il vous plaît aussi, autant pour les intervenants que pour les participants, merci de parler clairement et, si possible, lentement pour permettre aux interprètes d'assurer une traduction la plus fidèle possible. Enfin, j'en profite aussi pour inviter dès à présent les participants à poser des questions via le chat. Au cas où vous souhaiteriez réagir à certains propos tenus par les intervenants, n'hésitez pas dès à présent à écrire via le chat. Et c'est l'occasion pour moi du coup d'introduire la première intervenante, Lucie Meiblin. Merci, merci à vous d'être présente aujourd'hui. Lucie, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Sheffield. Vos recherches portent notamment sur les politiques publiques d'asile, étudiées dans une perspective postcoloniale. Et dans votre intervention, en prenant l'exemple de la frontière franco-britannique, vous nous proposez d'analyser quels sont les liens entre les politiques publiques mises en œuvre et le passé colonial britannique. Je vous en prie, Lucie, je vous passe la parole. Merci, Maëlle. C'est un vrai honneur d'être ici parmi vous pendant cette journée d'études. Merci aux interprètes également. Donc, on m'a demandé de parler de la mise en perspective historique des traversées de la Manche et des contrôles externes actuels. Mon expertise est plus sur le Royaume-Uni que sur la France et la Belgique, mais je suis sûre qu'il y a des personnes ici qui peuvent combler les lacunes dans ce que je vais présenter. Donc, la Manche est un plan d'eau avec une longue histoire de traversées migratoires et de réfugiés. L'une des choses que l'histoire nous apprend est que le présent est rarement assez nouveau, hein, et que les mouvements des personnes sont rarement sans précédent, hein, car la migration d'aujourd'hui est souvent représentée comme ça. Il y a tellement d'exemples de traversées de la Manche désorganisées et non officielles au fil du temps, hein, particulièrement en ce qui concerne les réfugiés. 40 à 50 000 réfugiés ont traversé la Manche, tandis que Louis XIV siégeait sur le trône de France, par exemple. Et pendant la Première Guerre mondiale, 250 000 réfugiés belges ont traversé la Manche. Donc, ils ont utilisé tous les bateaux de fortune possibles à ce moment-là. Folkestone, sur la côte sud de l'Angleterre, est devenue à cette époque une ville de réfugiés, avec 35 000 personnes arrivées rien qu'en octobre de 1914. Donc, nous ne connaissons pas vraiment bien ces histoires. La Manche, vue à travers la longue histoire, elle n'est pas étrangère au déplacement et à l'exil. Bien sûr, il y a eu des fortifications. Historiquement, dans le nord de la France et le sud de l'Angleterre, et les Britanniques ainsi que les Français et les Belges ont été hostiles aux immigrants de toutes sortes au cours des siècles. Mais la fin du XXe siècle a apporté quelques développements à la frontière franco-britannique qui sont nouveaux et qui ont eu des impacts significatifs, en particulier pour les demandeurs d'asile. Donc, je vais essayer d'expliquer ces développements dans le peu de temps que j'ai ici maintenant. Mais une chose que je voulais vraiment exprimer, c'est que je ne vois pas ces développements comme complètement nouveaux ou compréhensibles uniquement dans le contexte du présent. Je ne les vois pas comme une réponse logique à l'augmentation des demandes d'asile en Europe, par exemple. Je ne pense pas que le passé récent dans cet endroit confiné puisse expliquer correctement ce qui se passe. Pour le comprendre, nous devons penser aux histoires mondiales connectées. Je vois donc ces développements comme enracinés dans les idées de longue date sur le monde et les divers peuples qu'ils composent, qui sont enracinés dans les histoires de colonialisme européen. Donc les types de déshumanisation que nous voyons actuellement doivent être compris comme étayés par ces idées et ces histoires.
Donc, les mouvements de grande échelle pour traverser la Manche à différents moments de l'histoire n'ont pas été toujours bien accueillis. Il y avait beaucoup de discrimination contre les réfugiés belges en Grande-Bretagne au début du XXe siècle, par exemple. Mais cependant, la vraie obsession de l'État sur la question des demandeurs d'asile n'a commencé que vers la fin du XXe siècle. Et cela a conduit, entre autres, à la mise en place de contrôles externalisés aux frontières britanniques sur le territoire français. Pour comprendre cela, nous devons nous rappeler certaines choses. Donc, tout d'abord, pendant une grande partie des 500 dernières années, la France et la Grande-Bretagne et certains autres États européens n'étaient pas en fait des États-nations, mais des empires. Donc, ces empires étaient fondés sur des idées d'hierarchie raciale. L'un des événements historiques majeurs du monde qui s'est produit dans la seconde moitié du XXe siècle a été le déclin des empires européens. Donc, ils ont été transposés en État-nation. Hein, donc, un passeport britannique a vu le jour qui ne s'appliquait qu'aux îles britanniques. C'était en 1981. Donc, un important précurseur de la fermeture des frontières aux réfugiés était la suppression de la citoyenneté et les droits de circulation des gens qui étaient auparavant des co-citoyens de l'Empire. Ces personnes du Pakistan, de Jamaïque, devenaient donc les migrants. Et c'était vraiment le début de ce qui allait devenir le scandale Windrush. Ainsi, à la fin des années 1980, la citoyenneté française et britannique s'était transformée en quelque chose qui ne s'appliquait qu'à des États-nations particuliers du nord-ouest de l'Europe, et des millions de personnes qui pourraient vouloir ou même être invitées à venir sur ces territoires pour travailler étaient désormais des migrants. Cette frontière, essentiellement raciste, était une réponse à la décolonisation. En dehors de l'Europe, les retombées de la décolonisation ont en partie entraîné le début d'une série de conflits sur l'avenir des États nouvellement indépendants, en particulier en Afrique. Donc, il y avait des conflits sur des terres et des territoires, car les puissances coloniales avaient tracé des liens au milieu des terres occupées par des groupes ethniques ou tribales. Il y avait donc des périodes de guerre civile dans ces pays, comme au Congo. Nous avons donc à la fin du XXe siècle une série de choses qui se conjuguent. On a l'avènement des voyages aériens et il y a certaines personnes qui essayent de fuir des pays plus lointains, souvent d'anciennes puissances coloniales. Nous avons la poursuite d'un racisme et d'un orientalisme qui est profondément ancré dans les pays européens, qui ne sont pas simplement éteints lorsque les colonies ont gagné leur indépendance. On a la chute du mur de Berlin, et donc la fin de l'Union soviétique. Et c'est une période pendant laquelle le système de réfugiés a été politiquement positif pour les pays européens. Nous avons l'expansion de l'Union européenne et la plus grande collaboration en matière de contrôle de frontières. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de compliqué et différents éléments qui s'entremêlent. L'arrivée de demandeurs d'asile qui viennent souvent de pays anciennement colonisés et qui ne sont pas blancs est accueillie avec hystérie. Les anciennes puissances coloniales ont signé des accords sur les droits de l'homme au milieu du XXe siècle, mais elles ont été très réticentes à les appliquer aux personnes des colonies qui n'étaient pas considérées comme des êtres humains à part entière. Quand ces nouveaux réfugiés ont commencé à arriver 50 ans plus tard, ils ont été présentés au public européen comme n'étant pas vraiment des réfugiés, mais des migrants économiques un peu déguisés. Le colonialisme avait établi un répertoire culturel de compréhension à travers lesquels les personnes demandant l'asile étaient considérées comme illégitimes ou menaçants. En tant que faux demandeurs d'asile, leur mouvement devait logiquement être arrêté. Et c'est pourquoi toute résistance au contrôle frontalier doit être fondée sur l'antiracisme.
En 1988, moins de 4 000 personnes ont demandé l'asile en Grande-Bretagne. En 1991, plus de 44 000 personnes l'ont fait. Les groupes les plus importants étaient originaires de Sri Lanka, Éthiopie, Somalie, Turquie, Irak, Ouganda et Iran. On pensait que de nombreuses personnes qui traversaient la Manche pour demander l'asile, une fois avec le tunnel était ouvert. Donc, le protocole de Sangatte de 91 est rentré en vigueur en 93. Ce protocole a introduit des contrôles de l'immigration britannique en France et en Belgique avant le passage, avant que les gens montent dans le train. Le mot frontière est trompeur. Ce ne sont pas des frontières, mais des filtres. Ainsi, jusqu'au Brexit, au moins, ce que nous obtenons, c'est l'expansion du filtre, de sorte que les mouvements de certaines personnes peuvent être rendus plus faciles, tandis que pour d'autres personnes, le filtre est un arrêt dur, net, à leur mouvement. Donc, le principal effet du protocole de Sangatte a été le début du rassemblement de personnes dans le nord de la France. Les frontières produisent des populations de personnes qui sont filtrées. C'est à ce moment-là qu'on voit des camps informels. En mai 2000, le protocole additionnel au protocole de Sangatte a été signé entre la France et le Royaume-Uni, avec le but d'empêcher les personnes susceptibles de demander l'asile de voyager. En 2003, le traité du Touquet a étendu ses contrôles au port de Ferry. Ceci est une période où les demandes d'asile augmentent à nouveau. Cette fois, elles proviennent principalement de Somalie, Afghanistan, Irak. L'augmentation des voyages aériens internationaux ainsi que les réseaux familiaux des réfugiés qui se sont installés en Grande-Bretagne une décennie plus tôt, dans le cas des Somaliens, ont fait qu'un grand nombre de personnes ont demandé l'asile en Grande-Bretagne, ce qui avait été vu au cours de la vie de nombreuses personnes. Donc, le chiffre représente, par rapport à la population dans son ensemble et au mouvement historique, sont bien sûr très fiables. Donc, au début des années 2000, nous avons donc assisté à l'introduction d'une série de nouvelles politiques et de lois en Grande-Bretagne, en France et en Belgique, qui ont pour objectif d'empêcher les gens d'arriver sur leur territoire, ce à quoi servent les contrôles externalisés et juxtaposés, et deuxièmement, s'ils arrivent, limiter leurs chances d'être reconnus comme réfugiés et de rendre leur vie aussi difficile que possible pour qu'ils décident de repartir. Cette dernière stratégie est connue sous le nom de suppression des facteurs d'attraction. Ce qu'elle produit, c'est un environnement hostile. Le filtrage des personnes susceptibles de demander l'asile est le moyen le plus efficace de réduire le nombre de personnes demandant l'asile dans un pays. Cela a été fait en juxtaposant les contrôles d'immigration, mais aussi en introduisant des sanctions pour les transporteurs ou les compagnies de ferry, de camions, de trains ou tout autre mode de transport sont condamnés à des amendes s'il s'avère qu'ils ont permis à quelqu'un de rentrer dans un pays sans visa ou une autre preuve d'entrée légitime. Bien que les demandeurs d'asile n'ont pas besoin d'être munis de documents de voyage pour franchir une frontière, de nombreux États ont néanmoins mis en place des contrôles pour empêcher les réfugiés de se déplacer. Les sanctions des transporteurs permettent donc aux États d'empêcher les gens d'entrer. Ils font du personnel de ferry et les chauffeurs routiers des agents d'immigration. Qu'est-ce que cela produit? Deux choses. La première, des tentatives de traversée toujours plus dangereuses et deuxièmement, la prolifération des camps informels. En ce qui concerne les tentatives de traversée toujours plus dangereuses, les chercheurs l'ont constaté. Là où les frontières sont érigées pour empêcher la migration des réfugiés, les gens ne disparaissent pas. Fermer une frontière ne rend pas ces personnes invisibles. Ça ne les fait pas disparaître et ne les empêche pas de vouloir traverser. Ce que ça fait, c'est que ça crée une spirale de danger où les gens prennent un moyen clandestin de traverser la frontière et puis les transporteurs et les gardes frontières ferment cette option. Du coup, une autre option plus dangereuse est prise et ensuite elle est fermée. C'est pour ça qu'on voit des gens mourir dans le tunnel sous la Manche, mourir à l'arrière des camions et maintenant, de manière plus visible pour les citoyens européens, des gens qui payent des sommes énormes pour monter à bord de minuscules bateaux dangereux pour traverser la voie maritime. Ça serait beaucoup moins cher et plus sûr de prendre un ferry, mais les gens qui demandent l'asile ont été écartés des ferries. Les gens ne sont pas exclus de manière simpliste par les contrôles. C'est quelque chose de plus compliqué. Lorsqu'ils arrivent en France, ils se retrouvent au cœur de l'Europe et ils sont pris dans un réseau complexe de contrôles décidé par les pays européens et conçu pour les apaiser et surtout les immobiliser. L'État
impliqué produit activement la crise à laquelle il se présente aujourd'hui comme offrant des solutions par le biais, par exemple, de la militarisation de la Manche. Je pense qu'il y aura des gens ici qui savent plus sur la situation dans le nord de la France et sur les raisons pour lesquelles les gens se trouvent, par exemple, dans les camps sordides de Calais. Mais ce que je sais des recherches que j'ai lues sur les camps de Calais, c'est qu'un nombre important de personnes ont demandé l'asile en France se sont retrouvées sans abri. Un nombre important d'entre eux ont fait l'objet d'un relevé d'empreintes digitales en Italie et en Grèce et ont ensuite été encouragés à partir. Les accords européens d'asile qui comprennent une base de données d'empreintes digitales signifient qu'ils ne peuvent pas demander l'asile en France. Lucie, je m'excuse, il vous reste 1 minute. Sorry. Je vais juste terminer très vite. Un grand nombre d'entre eux ont des amis et de la famille au Royaume-Uni et souhaitent tout simplement les contacter. Et ils cherchent du travail. Donc, juste pour conclure, il y a eu des amnesties périodiques pour les gens qui se retrouvent coincés du côté français de ce filtre, mais ce n'est pas une solution durable. Continuer à immobiliser les gens n'est pas une solution durable, mais il est peu probable que ce moyen le plus efficace de réduire les demandes d'asile, le filtrage et l'immobilisation soient abandonnés. Et la raison pour laquelle je pense cela, c'est que les répertoires culturels de déshumanisation qui légitiment le contrôle aux frontières sur la base de l'exclusion des personnes racisées perdurent. Cela et les événements politiques, ce sont des événements contingents. Donc, pour conclure, je voulais dire que premier semestre 2021, par exemple, 65 000 personnes originaires de Hong Kong ont demandé un visa spécial de 5 ans pour vivre au Royaume-Uni qui est offert aux personnes qui fuient les territoires. Ces personnes sont rarement mentionnées ou discutées par les médias et les politiques britanniques, mais une fraction de ce nombre qui tentent de traverser la Manche constitue une crise à laquelle il faut répondre par des patrouilles militaires et des refoulements. Il serait impensable de continuer à intensifier les contrôles et à créer des conditions dans lesquelles les gens seront exposés à des dangers extrêmes ou à la mort si d'autres personnes mourraient dans la Manche. Des Blancs, des Européens ou des autres fuyant un État qu'ils tiennent à délégitimiser. Et pour moi, le raisonnement raciste et colonial sous-jacent à la filtration des frontières doit toujours être le point de départ pour le comprendre. Merci. Merci beaucoup, Lucie, pour cette intervention qui replace du coup la situation à cette frontière dans une perspective historique beaucoup plus grande. Je profite de cette petite transition pour rappeler aux personnes qui sont arrivées de ne pas oublier, s'il vous plaît, de couper le micro pour éviter des interruptions. Et également, si vous souhaitez désormais, dès à présent, en fait, poser des questions, n'hésitez pas, en fait, pour réagir à ce que peuvent dire les intervenants en écrivant via le chat. Voilà. Ce qui me permet, à partir de l'intervention de Lucie, de passer la parole maintenant à Olivier Kahn. Olivier Kahn, bienvenue. Vous êtes professeur de droit pénal à l'Université de Paris-Cergy et chercheur au CSDIP, CNRS UMR 81-83. Vous avez soutenu en 2006 à l'Université de Poitiers une thèse de doctorat intitulée « La coopération policière dans la zone frontalière transmanche ». Et vos travaux portent d'une part sur la manière dont l'État se défend en matière de lutte contre le terrorisme, lutte contre la corruption, et en matière de maintien de l'ordre notamment, et d'autre part sur les coopérations en matière pénale au sein de l'Union européenne. Et dans le cadre de cette journée, nous vous avons invité, nous vous avons confié la lourde tâche de nous proposer un décryptage de la pyramide d'accords bilatéraux qui régissent et régulent cette zone transfrontalière. Et je vous laisse la parole.
effectivement, je connais assez la situation franco-britannique, beaucoup moins bien la situation entre la Belgique et le Royaume-Uni. En tous les cas, donc, dans le délai qui m'est imparti, je vais essayer de soutenir l'hypothèse suivante, c'est que la situation juridiquement créée dans la zone frontalière transmanche aujourd'hui est constituée par une suite de renoncements des autorités françaises à leur souveraineté pour permettre aux autorités britanniques d'abord de déplacer la frontière sur le territoire français et ensuite, et c'est la situation aujourd'hui, de co-gérer cette frontière sur le territoire français. Les explications que j'ai pu recueillir auprès de 2 anciens ministres de l'Intérieur français sur les éventuelles contreparties et sur l'origine de cette situation tiennent en deux choses finalement. La première chose, c'est que les autorités françaises sont confrontées de la part des autorités britanniques à une création systématique d'un rapport de force et que les gouvernements successifs français n'ont pas voulu risquer d'être associés à la brutalité de la réponse que promettent à chaque fois de développer les autorités britanniques, en quelque sorte. Donc la crainte d'être jugé complice des pushbacks, la crainte d'être jugé complice des actes d'interception sur la Manche fait que les autorités françaises acceptent d'assumer cette situation migratoire. La contrepartie qu'elles ont obtenue, d'après ces 2 ministres, est strictement une contrepartie financière, c'est-à-dire que le Royaume-Uni paye des sommes assez considérables, évaluées entre 65 millions et 80 millions d'euros annuellement, pour que les autorités françaises traitent sur leur territoire la situation migratoire. Ce qui, aujourd'hui, place la France dans une situation comparable à celle des pays limitrophes de l'Union européenne. On peut la comparer à la situation du Maroc ou à la situation de la Turquie, qui accepte aussi des financements de l'Union européenne pour gérer les questions migratoires. Avec cette différence qui est notable, c'est que ni la Turquie ni le Maroc n'ont accepté que des agents de l'Union européenne interviennent réellement sur leur territoire pour y exercer leur mission, alors que les Français l'ont admis de la part des Britanniques. Il faut distinguer, à mon avis, 2 périodes. La période comprise entre 1991 et 2003, au cours de laquelle les Britanniques vont donc, selon la formule de l'ancien ministre de l'Intérieur britannique David Blunkett, déplacer la frontière sur les côtes françaises, et une deuxième période qui s'ouvre en 2009, durant laquelle les autorités britanniques vont progressivement réussir à co-gérer la frontière sur le territoire français. S'agissant donc d'abord du déplacement de la frontière sur les côtes françaises, il faut rappeler que jusqu'aux années 90, la question migratoire n'est pas un sujet de préoccupation pour les autorités britanniques. On le voit très clairement avec l'accord de Canterbury en 1986 qui formalise la signature sur le lien fixe transmanche, enfin la création du lien fixe transmanche. Les questions de sécurité et autres questions sécuritaires ne se rapportent qu'à la prévention du terrorisme. Et Canterbury est un accord cadre qui prévoit un protocole ultérieur sur la mise en sécurité du dispositif. Les communautés européennes, à l'époque, n'ont pas de compétences et le refus des Britanniques de participer aux accords de Schengen oblige à recourir aux instruments du droit international public ordinaire, c'est-à-dire des accords bilatéraux. En conséquence, en 1991, la France et le Royaume-Uni ont conclu le protocole de Sangatte. Et la préoccupation britannique pendant la négociation, c'est de ne pas ralentir la vitesse de circulation entre Paris et Londres, et particulièrement que les contrôles migratoires n'obèrent pas la vitesse d'exploitation, puisque du côté britannique, on avait exigé que Eurotunnel soit uniquement privé, contrairement au côté français. Dans ces conditions, ce qui est négocié, c'est un système de contrôle embarqué. Chaque autorité nationale exerce les contrôles à l'intérieur des trains et chaque État assure la responsabilité des demandeurs d'asile découverts sur son sol. Parallèlement, comme le shuttle circule aussi entre Bruxelles et Londres, un accord tripartite est signé en 1993 entre la Belgique et le Royaume-Uni, accessoirement avec la France,
qui prévoit donc les modalités des contrôles sur la liaison Bruxelles-Londres. Ce qui m'intéresse dans cet arrêt, c'est que s'il y a 2 ans de plus de négociations entre les Belges et les Britanniques, c'est que les Belges vont exiger des Britanniques le respect des obligations belges au titre des accords de Schengen et de la Convention de Dublin de 1990, ce que n'avaient pas fait les Français, mais qui montre donc que si on tient dans la négociation, on parvient quand même à obtenir quelque chose des Britanniques à terme. En tous les cas, très vite, les failles du protocole de Sangatte vont apparaître, puisque une technique va émerger consistant pour les candidats à l'asile au Royaume-Uni à prendre un billet Paris-Lille et à rester ensuite dans le train jusqu'à Londres. Donc le contrôle sur le territoire français constate qu'ils sont censés descendre à Lille et ça leur permet de passer. Les Britanniques vont donc pour la première fois utiliser l'argument selon lequel la France n'assume pas ses engagements et ne contrôle pas, comme elle s'est engagée à le faire, l'immigration à destination du Royaume-Uni. En 1995, ils vont obtenir la signature d'un arrangement administratif qu'on appelle le Gentleman's Agreement, qui était en fait plus ou moins un accord de reprise par les Français des gens qui seraient découverts par les Britanniques avant l'arrivée sur le territoire britannique. Les Britanniques vont faire un usage que les Français vont considérer comme abusif de cet arrangement, saisir le service juridique de la Commission européenne qui va leur donner raison, mais les Britanniques ne vont pas se soumettre et va s'ouvrir donc une période de tension qui va se cristalliser avec l'ouverture en 1997 du centre de Sangatte, qui provoque donc le mécontentement britannique. Et les Britanniques, en rétorsion, menacent de fermer le tunnel et d'arrêter la circulation. S'ouvre alors une négociation qui se terminera au sommet de Cahors en 2001 avec l'accord entre Lionel Jospin et Tony Blair pour finaliser un nouveau protocole, le protocole additionnel au protocole de Sangatte qu'a évoqué Lucie, qui est donc le premier renoncement significatif de la France à sa souveraineté, puisque les contrôles sont délocalisés, les contrôles britanniques sont délocalisés sur le territoire français, et particulièrement à la gare du Nord, à Paris. Alors, c'est une situation intéressante qui sera entérinée par la loi du 15 novembre 2001 en France, qui permet donc l'application à l'intérieur de la capitale française de la loi britannique, et qui permet donc aux agents de l'immigration britannique d'interdire à un Français d'emprunter un train circulant entre Paris et Lille s'il ne dispose pas des documents de voyage lui permettant d'entrer au Royaume-Uni. Donc, on est vraiment dans une concession de souveraineté assez importante. Cet accord prévoit aussi la sécurisation de l'enclave ferroviaire, donc de l'entrée du tunnel. Et donc, à partir de 2001, le mécanisme dont nous subissons encore les effets aujourd'hui est mis en place. La France concède une partie de sa souveraineté pour permettre aux Britanniques de contribuer sur son territoire à la gestion de la question migratoire. Et cette question est traitée par des moyens sécuritaires, des moyens de type mise en sécurité militaire, et que les Britanniques financent. Ce protocole additionnel ne règle évidemment pas toutes les difficultés, puisque les candidats à l'asile au Royaume-Uni vont se déplacer alors sur la gare de fret de Fretin, puisque les Britanniques ayant un système d'alimentation de leurs locomotives différent du modèle européen, il faut s'arrêter avant de franchir pour changer la locomotive. Et donc, il y a une énorme gare de fret à Fretin dans laquelle les trains stationnent pour un certain temps et qui permet donc d'essayer de monter à l'intérieur d'un de ces trains de marchandises et évidemment se déplacer aussi sur les ports. En juillet 2002, Nicolas Sarkozy, nommé ministre de l'Intérieur, réserve sa première visite à l'étranger à David Blunkett, son homologue britannique. Et là, Blunkett va réussir à convaincre Sarkozy d'adopter la position britannique, de dire donc qu'en sécurisant la frontière, en luttant contre l'immigration, on lutte en fait contre les groupes de passeurs, contre les organisations criminelles qui organisent le passage. Ce qui, à l'époque, est, disons-le, totalement faux, puisque c'est en fait confondre les causes et les conséquences. C'est parce qu'on a sécurisé la frontière que des réseaux de passeurs se sont installés. À l'époque où on prétend lutter contre les passeurs, il y en a finalement assez peu dans la zone. En tous les cas, donc, outre la décision de fermer le centre de Sangatte, 2 arrangements administratifs sont signés à l'automne 2002. Le premier prévoit un développement de la coopération policière entre la France, la Belgique et le Royaume-Uni, entre autres pour lutter contre l'immigration.
Et le deuxième prévoit la mise en sécurité, donc l'imperméabilisation de la gare de fret de Calais-Fretin, payée par les Britanniques et gérée par les Français. En 2003, on complétera ce dispositif avec le traité du Touquet, qui étanchéifie donc le port de Calais selon un système de protection, c'est intéressant aussi, inspiré de la sécurité des bases aériennes militaires, avec des outils de détection de la présence humaine à l'intérieur des véhicules embarquant sur les ferries, qui là encore sont financés par les Britanniques. À partir de 2003, la frontière est donc reportée sur le territoire français. Les gardes frontières et les douanes britanniques opèrent dans les gares et dans les ports français, et réciproquement, les Français opèrent sur le territoire britannique, mais disons-le, ils ont un petit peu moins de travail. Et les enceintes maritimes et ferroviaires sont sécurisées de manière à les rendre infranchissables. Alors, en pratique, ça n'empêche pas les passages, ça n'a jamais empêché les passages, mais ça a 3 conséquences. Ça augmente le temps nécessaire pour passer, ce qui crée un goulet d'étranglement à Calais. Ça oblige les réfugiés à prendre des risques de plus en plus importants, entraînant une multiplication des incidents et des conflits avec les chauffeurs routiers, avec la population locale, et surtout exposant les candidats à l'asile à des risques qui peuvent être des risques pour leur vie. Et enfin, ça va conduire la France à susciter le mécontentement de ses partenaires européens, parce que pour soulager la frontière de Calais, on ferme régulièrement la frontière italienne, d'où le problème qu'on connaît encore aujourd'hui à La Roya, ou ce qu'on verra au moment où Angela Merkel accueillera du monde, enfin des réfugiés en Allemagne. On ferme la frontière pour soulager Calais. On va donc avoir une situation qui ne se résout pas complètement, et donc les Britanniques vont changer de braquet, imputer à la France le fait que malgré les dizaines de millions d'euros que les Britanniques versent, la France n'assume pas son obligation de contrôle à la frontière. Ils vont donc exiger et obtenir de pouvoir co-gérer la frontière. C'est-à-dire qu'à partir de la fin des années 2000 s'ouvre une nouvelle séquence. Les Britanniques estiment que les Français sont incapables de gérer tout seuls la question migratoire, et ils obtiennent donc la possibilité de suppléer directement la carence française en intervenant sur le territoire national. Il convainc aussi les Français de changer de stratégie, c'est-à-dire qu'il ne faut plus seulement entraver le passage des migrants vers les côtes anglaises, il faut dissuader les candidats à l'asile au Royaume-Uni de solliciter ce dernier et surtout de stationner dans le Calaisis. Donc concrètement, il faut passer d'une espèce de défense passive à une dissuasion active. Alors ça va se matérialiser par 3 textes. En 2010, est conclu un arrangement entre Besson, à l'époque ministre de l'Identité nationale et d'immigration, et Green, qui pour la première fois mentionne la cogestion de la frontière et permet aux agents de l'immigration britannique de venir sur le territoire français dissuader les candidats à l'asile de solliciter l'asile au Royaume-Uni. Se développe parallèlement une politique agressive d'éloignement des migrants, entre autres avec la restauration des charters franco-britanniques vers l'Afghanistan. Mais là encore, l'efficacité est limitée, surtout compte tenu du nombre d'annulations décidées par les tribunaux administratifs qui obligent l'État français à assumer ses obligations envers les migrants. Olivier, en une minute, je termine. C'est parfait, merci beaucoup. Donc, constitution du bidonville de Calais, qui évidemment pose un problème. Une nouvelle négociation s'ouvre. Elle aboutit en 2015 à l'accord entre Cazeneuve et May, qui est un accord ambigu puisqu'à la fois il permet la création d'un centre de commandement et de contrôle commun sur le territoire français, qui passe donc d'une coopération en matière de frontières à une coopération policière avec codécision de la gestion avec la police britannique. Mais d'un autre côté, il y a des contreparties qui ne sont pas seulement financières. S'agissant des mineurs isolés, s'agissant donc entre autres de l'amendement d'EPS, les clauses de réunification familiale prévues par le règlement Dublin doivent être mises en œuvre par les Britanniques, et surtout la France met en œuvre des facilitations pour les demandes d'asile avec les CAO et les CAOMI, et la suspension de la reconduction Dublin. Cette politique, parallèlement, s'accompagne d'un renforcement de la criminalisation des migrants, avec des créations de délits d'intrusion et une circulaire Taubira de décembre 2015 qui demande au parquet de poursuivre systématiquement et de réprimer systématiquement les migrants qui essaieraient de passer. L'autre point intéressant, c'est qu'on demande à la police
de ne plus seulement harceler les migrants, mais d'harceler aussi ceux qui leur viennent en aide, afin d'éviter, l'objectif est d'éviter la reconstitution des bidonvilles. Le dernier point, c'est qu'évidemment, les Britanniques ne vont pas respecter leurs engagements, ou en tous les cas, vont les respecter très partiellement. Pourtant, en 2018, va être signé l'accord de Sandhurst, qui, malgré l'enclenchement du Brexit, formalise tout ça, institue ce centre de commandement et de contrôle commun, en échange théoriquement d'une prise en charge des mineurs par les Britanniques, des mineurs isolés, ce que les Britanniques ne feront là encore que de manière très limitée. On renforce la politique de dissuasion des migrants et des humanitaires, et surtout, on remplace le président du tribunal administratif de Lille par quelqu'un de nettement moins bien disposé, ce qui fait que l'État et la préfecture ne sont plus sanctionnés alors qu'ils l'étaient quasi systématiquement. Voilà, je m'arrêterai là, on pourra discuter de certains de ces points plus tard. Je vous remercie. Merci Olivier, et désolé, hein, j'ai un peu cette tâche désagréable de devoir faire respecter le timing, mais merci à vous et merci aussi à Lucie précédemment d'avoir joué le jeu et de tenir cet exercice d'intervenir en 15 minutes. Bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints entre-temps. N'oubliez pas de couper vos micros. Je suis désolé, j'insiste, mais c'est un peu nécessaire pour permettre aux intervenants de parler dans de bonnes conditions. Lucie et Olivier nous ont permis de poser un cadre à la fois historique, politique et désormais législatif sur cette frontière France-Belgique-Royaume-Uni. Avec le prochain intervenant, Marley Morris, on va rentrer un peu plus, on va faire un focus sur un événement précis. Marley Morris, vous êtes directeur associé pour la migration, le commerce et les communautés à l'Institut des recherches des politiques publiques au Royaume-Uni. Vous avez notamment mené des recherches sur l'impact de l'environnement hostile, ou encore sur le nouveau système d'immigration à points. Aujourd'hui, vous nous proposez de revenir sur un épisode précis de cette frontière, à savoir les négociations diplomatiques qui ont précédé la fermeture du camp de Sangatte. Je vous en prie, c'est à vous. Thank you so much. Merci, merci de cette invitation aujourd'hui pour parler avec vous et pour présenter ces idées. J'aimerais vraiment également féliciter les interprètes. Comme Maëlle vient d'expliquer, je vais me focaliser surtout sur les négociations sur la fermeture du camp de Sangatte, donc au début des ans 2000. Je crois que cela est très utile parce qu'il y a vraiment des parallèles avec la situation actuelle que nous aide à comprendre ce qui se passe en ce moment. Nous avons regardé cette période parce que cela nous fournit des points potentiellement très utiles pour faire des réflexions autour de la situation actuelle. Notre ancien directeur chez l'IPPR a été vraiment impliqué dans les négociations pendant cette époque. Donc, il a pu vraiment me fournir des informations importantes. Je vais donc essayer de bien rentrer dans ces détails et vous donner une bonne explication de la situation et les points qui pourraient être utiles pour nous aujourd'hui. Donc, comme nous avons déjà discuté et Olivier a expliqué bien pendant sa présentation, l'histoire a commencé vers la fin des années 90 avec la formation du camp de Sangatte, donc avec des nombres relativement petits et des réfugiés kosovars qui sont arrivés à Calais à la fin des années 90, donc dans des zones spécifiques pour essayer d'aller en Grande-Bretagne. Donc, l'idée était que les gens essayaient de rejoindre le terminal de l'Eurotunnel comme
Olivier a mentionné, le dépôt breton était également ciblé comme un point de départ pour le Royaume-Uni. Donc, le gouvernement français a ouvert cet abri qui était organisé par la Croix-Rouge française, donc initialement pour environ 400 personnes, puis pour plus d'un millier. Au cours des années. Donc, les personnes présentes dans ce camp tentaient à plusieurs reprises de traverser la Manche et de se rendre en Grande-Bretagne. Donc, voilà le contexte général de ce camp. Au début, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'attention et focus de la part du gouvernement britannique sur cette question. Donc, au cours du temps, il y avait un changement d'idée de la part du gouvernement britannique. Au début, cela a été conceptualisé comme une idée plutôt pour les Français, mais à partir de l'été 2001, il y avait une couverture médiatique très hostile au Royaume-Uni en ce qui concernait les gens qui vivaient dans le camp de Sangatte et les gens qui essayaient de traverser la Manche. Par exemple, le journal Daily Mail parlait de 500 immigrants prenant d'assaut le Channel. Le Channel est assiégé, disait le Daily Mail. L'invasion des demandeurs d'asile, le Daily Mail appelle les gens à cesser de faire des dons à la Croix-Rouge. Le journal L'Observer a décrit ce camp comme le centre de réfugiés le plus controversé de l'Europe. Donc, il y avait vraiment cette couverture hostile combinée avec une opposition forte de la part de la partie des conservateurs au Royaume-Uni. Donc, avec Anne Widdecombe qui faisait un voyage à Sangatte pour un coup de publicité à l'approche des élections générales de 2001. Donc, elle n'arrive pas à avoir accès, d'ailleurs, mais c'était vraiment pour montrer l'importance de cette question. Il y avait également une pression de la part d'Eurotunnel qui était favorable à la fermeture du camp en raison de la perturbation des services. Eurotunnel disait qu'il devait payer des coûts de sécurité supplémentaires et qu'il y avait également la menace des sanctions des transporteurs. Donc, l'idée qu'il y avait des menaces, des possibilités de risques financiers pour l'Eurotunnel. Donc, il y avait vraiment cette campagne publique de la part d'Eurotunnel qui voulait fermer ce camp. Donc, à l'époque, ce récit était vraiment lié à l'idée que le Royaume-Uni était une destination attrayante pour ces individus en raison de la langue anglaise, de l'importance de l'économie informelle, du laxisme des règles applicables aux demandeurs d'asile, donc comparé avec d'autres pays, par exemple la possibilité de travailler après 6 mois et l'absence des cartes d'identité. Donc, avec cette pression politique et médiatique, le ministre de l'Intérieur de l'époque, David Blunkett, se sentait obligé d'agir. Donc, il pensait que Sangatte, c'était vraiment un point d'attraction pour ces personnes qui voulaient aller au Royaume-Uni. Et Sangatte était devenu un symbole politique de l'incapacité du gouvernement britannique à gérer le système d'asile. Donc, il y avait vraiment des critiques de la part des médias et des partis d'opposition. Également. Mais malgré les négociations en cours avec le gouvernement français, peu de progrès ont été réalisés jusqu'en 2002. Donc, lorsque le nouveau ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a décidé qu'une action était nécessaire. Donc, il a organisé une réunion avec Blunkett, surtout étant donné le fait qu'il y avait un nouveau gouvernement et également après le choc du succès de Le Pen aux élections présidentielles françaises.
Donc, les négociations entre Blanquette et Sarkozy ont commencé sérieusement à partir de juin 2002. Donc, l'idée était de vraiment faire face à la question. Sarkozy souhaitait que le gouvernement britannique prenne des mesures pour renforcer les règles applicables aux demandeurs d'asile, donc pour réduire l'attrait du Royaume-Uni. L'idée était que le gouvernement britannique devait changer la situation. Blanquette a accepté et a proposé un certain nombre de nouvelles mesures pour renforcer les mesures pour limiter les droits aux demandeurs d'asile et également avec l'acte sur l'asile et l'immigration. Donc, une date a été fixée pour la fermeture du camp en avril 2003. L'enregistrement de tous les réfugiés également avec la HCR. Donc, la France a facilité quelques retours volontaires qui étaient financés par le Royaume-Uni. Et finalement, en décembre 2002, le Royaume-Uni et la France ont annoncé que le camp serait fermé de manière anticipée, donc en décembre de cette année, et que 1600 personnes qui étaient présentes dans le camp, les 3/4 viendraient au Royaume-Uni, dont 1000 Irakiens qui recevraient un permis de séjour de 4 ans et 200 Afghans qui bénéficieraient d'un congé au titre de regroupement familial. Donc, il y avait plusieurs éléments impliqués avec cet accord. Donc, l'idée des États, des chercheurs d'asile et également des mesures de sécurité traditionnelles autour des dépôts de passagers et de marchandises en France et un renforcement des contrôles juxtaposés. Donc, avec un accord qui a été discuté par rapport à la vérification des passeports à Calais et un peu plus tard, l'accord Touquet et d'autres accords avec la Belgique. Quel était le raisonnement pour utiliser des permis de travail? Le gouvernement voulait amener les gens avec des permis de travail et de contribuer. Il y avait une distinction entre le système d'asile qui était empoisonné et la migration liée au travail, qui pourrait être vendue de façon positive au public britannique. Les gens viennent au Royaume-Uni pour contribuer à l'économie. Donc, il fallait faire cette distinction entre ceux qui étaient là, entre donc les travailleurs et les conservateurs, et la présentation du centre de Sangatte. Donc, quel a été l'impact au final de la fermeture de Sangatte? Les médias au Royaume-Uni ont dit que la fermeture était symbolique et que, à court et à moyen terme, a conduit à une sorte de résolution lorsqu'elle a été combinée aux autres mesures convenues. Par exemple, le Home Office a dit que le nombre de clandestins qui ont été détectés dans le Kent a chuté de 88%, par exemple, entre 2002 et 2006. Les chiffres disent que les demandeurs d'asile effectivement ont baissé en 2003 et ça a été dû à différents facteurs. Mais au long terme, la situation est réapparue et les personnes ont trouvé des différentes formes de venir au Royaume-Uni avec des petits bateaux, et malgré les mesures mises en place et malgré les restrictions supplémentaires et les difficultés du système d'asile britannique, cette résolution n'était finalement pas durable. Même si la pression médiatique et politique donc, quels sont les parallèles entre Sangatte et la situation actuelle? Eh bien, dans les deux cas, il y a des parallèles très importants.
le bras de fer entre le gouvernement britannique et le français dans la région de Calais. Le ministre britannique de l'Intérieur a l'intention de décourager les gens de faire ce voyage et ils essayent d'introduire une législation parallèle pour rendre le système d'asile encore plus difficile à comprendre. Donc notre ministre de l'Intérieur, Priti Patel. Une vaste couverture médiatique s'est concentrée sur un nombre relativement faible de personnes qui tentent d'entrer sur le territoire. Et au Royaume-Uni, les médias vont couvrir également ça. Les efforts conjoints se sont largement concentrés sur le renforcement de la sécurité et la dissuasion. Mais il y a moins de motivation actuelle pour un accord global avec le Royaume-Uni parce que, pour des raisons évidentes, parce que maintenant le Royaume-Uni est hors de l'Union européenne et donc ça rend les choses plus difficiles. Il y a aussi moins de confiance de la part des organisations internationales. Les procédés ne se mettent pas en place, comme c'était le cas dans les années 2000. Aucune tentative jusqu'à présent a été faite pour considérer le partage des charges comme une option. Les solutions sont uniquement concentrées sur la sécurité. Et c'est ce qui est proposé comme la solution unique pour régler le problème des traversiers de la Manche. Tout ceci signifie que c'est encore plus dur de trouver des solutions. Je pense que les leçons de Sangatte montrent qu'il est possible de trouver des solutions pragmatiques, mais ce qui est important, je pense, c'est que l'aspect clé des résolutions qui ont été faites pendant ces périodes était de réfléchir à… Ils ont vu la fermeture des camps comme la réponse apportée aux personnes. Mais pour faire face à la situation, il faut régler la situation des personnes et travailler sur les visas de travail. Je pense que ça nous indique la façon dont on forme les négociations, comment on va résoudre le problème des personnes plutôt que de renvoyer les gens et se concentrer sur les contrôles ou juste développer encore plus de sécurité. Parce que le côté clé sur les négociations de Sangatte était de s'assurer que les personnes à l'époque aient une voie et une route possible, que ce soit en France ou au Royaume-Uni. Et je pense que c'est les leçons clés qu'il faut retenir de Sangatte à cette époque. Je serais contente de prendre des questions si vous en avez. Merci beaucoup. OK, merci Marley. Effectivement, n'hésitez pas, s'il y a des réactions ou des souhaits de poser des questions, d'écrire votre question en fait, dans le chat. Et après la dernière intervention où on accueillera Olivier Clochard, il y aura un temps de discussion de toute façon avec nos 4 intervenants. Donc, je passe la parole désormais à Olivier Clochard. Olivier, vous êtes géographe et cartographe, chargé de recherche au CNRS, rattaché au centre de recherche Migrinter, et vous êtes membre également du réseau euro-africain Migre-Europe. Vous vous intéressez à la manière dont les politiques migratoires de l'Union européenne et de ses États membres sont mises en place, et vous analysez également les effets de ces politiques publiques sur les parcours des personnes exilées, ainsi qu'au rôle des différents acteurs qui sont en lien avec les migrants, et ce, notamment dans la région du Calaisis. Olivier, soyez le bienvenu. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs pour l'organisation de cette journée. Donc, je vais vous partager
quelques slides que j'ai préparés et qui reviennent sur des travaux effectués, même si j'ai effectivement travaillé sur cette région pendant très longtemps. Je suis beaucoup moins actif aujourd'hui. Mais par rapport à ce qui avait été demandé, effectivement, voir sur les conséquences de l'externalisation de la frontière britannique sur les trajectoires migratoires, hein, comme le titre l'indique. On voit effectivement avec l'évolution des modes de transport et renforcement des contrôles migratoires que ces migrations de transit, si on prend les 30 dernières années, hein, n'ont cessé de marquer les régions littorales de la Manche et de la mer du Nord. Et si elles sont principalement perceptibles, je dirais, dans la région et la ville de Calais, hein, qui est la principale interface entre le Royaume-Uni et l'espace Schengen, les points de tension relatifs à ces migrations sont également aussi présents dans de nombreux autres ports, hein, voire des gares routières et ferroviaires, hein, reliant le continent au Royaume-Uni, et ainsi que dans les hinterlands, hein, je veux dire, dans l'arrière-pays. Et on voit ainsi que de nombreux exilés qui souhaitent aller de l'autre côté de la Manche ne cessent d'emprunter donc diverses routes et espaces ayant développé des caractères frontaliers et stratégiques et qui engendrent donc de nombreux drames. Alors, ce travail sur lequel je reviens, c'est un travail que j'avais effectué au début des années 2000, hein, dans le cadre d'une recherche doctorale. Et puis après, il y a aussi l'important travail qui a été fait dans le cadre de la coordination française pour le droit d'asile en 2008 avec Karen Akoka, mais je pense aussi notamment aussi à Jean-Pierre Allot du GISTI, qui avait beaucoup aussi contribué à ce rapport, qui avait permis aussi de faire le point suite à la fermeture du camp de Sangatte. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a 4 types d'obstacles auxquels les exilés sont confrontés. Donc, évidemment, un obstacle naturel qui est la Manche, et 3 obstacles qui sont d'ordre, je dirais, anthropologique, hein, un obstacle juridique, c'était évoqué par Olivier Kahn tout à l'heure, mais aussi des obstacles physiques, hein, avec des murs, des grillages, des appareils de détection, et enfin, un dernier type d'obstacle qui est la violence humaine aussi à laquelle les personnes sont confrontées depuis très longtemps. Olivier, oui. Excuse-moi, juste un point technique. Tu partages actuellement ton écran avec l'ensemble de la... Oui. Ça ne te dérange pas ou... Non. Ok, très bien, parfait. Oui, je pas. Alors, c'est que je partage mon écran. Ah ouais, j'avais pas. Alors, attends, c'est que je lis. J'avais cru partager. Alors, j'arrête le partage. Bon, je me suis planté, alors peut-être. J'ai vu. Là, vous voyez la slide ou pas? Là, ce sera le bon. Je pense que c'est ça que tu Ah voulais. bon, d'accord. Alors, ok. Bon, je vous lisiez mon texte en même temps. C'est pas grave. C'est Pas de pas gênant. souci. Ok, donc voilà, donc je dirais face à ces adversités, donc les personnes donc démunies de documents de voyage s'organisent et donc préparent leur passage à la frontière de différentes manières. J'ai essayé de me mettre, de faire 2 parties. Une première partie qui montre, je dirais, cet éloignement perpétuel, je dirais, des exilés, des transports routiers, ferroviaires et maritimes, hein, qui conduit aujourd'hui à des choses qui, pour ma part, était assez inimaginable, je dirais, il y a 10 ans, hein, à savoir ces traversées auxquelles qu'on observe aujourd'hui depuis maintenant, qui n'ont cessé de se développer depuis maintenant près de 2 ans. Et ça, c'est un premier point. Et après, un deuxième point, j'en viendrai notamment sur la question sur la question des camps aussi qui ont marqué toutes ces régions. Donc, c'est le premier point sur l'éloignement des exilés des transports routiers, ferroviaires et maritimes, hein. On voit donc dès la mise en place de l'Eurostar, hein, à l'époque, c'était la DIFILEC, hein, c'était la dénomination de l'APAF, hein, durant cette période-là, et donc qui notait dans ces rapports, hein, qu'il y avait de nombreux groupes de migrants qui empruntaient l'Eurostar, hein, c'était souligné tout à l'heure par Olivier Kahn, hein, dès 1997, hein. Notamment en juillet 1997, il y a plusieurs centaines de personnes qui arrivent à la gare de Waterloo par l'Eurostar. Et donc, effectivement, à la différence des compagnies aériennes qui contrôlaient les pièces d'identité, les titres de voyage, les 3 sociétés, hein, belges, françaises et britanniques, hein, qui exploitent l'Eurostar, ne vérifient principalement donc, les billets de voyageurs que durant les premières années. Et ensuite, effectivement, ces contrôles vont s'opérer sur les quais. Et donc, on a effectivement donc, tout un ensemble
je dirais, de contrôles qui vont s'étaler au fur et à mesure. Et on voit quand même que dans un autre rapport, toujours mentionné par la police aux frontières en 2001, c'est noté que pour eux, alors selon les interprétations, parce qu'effectivement, c'est qu'une partie infime, c'est qu'une partie des personnes qui passent, hein, beaucoup ne sont pas interceptées, hein, le camion reste le principal vecteur de transport utilisé par les étrangers. Hein. À cette époque-là, en 2001, il notait que plus de 12 000 étrangers ont été interceptés dans des camions sur les plateformes, notamment transmanche. Et notamment, on note 1500 personnes qui avaient été aussi appréhendées à bord d'autocars type Euroline, enfin des autocars transeuropéens. Voilà. Et on note aussi effectivement des personnes aussi interceptées dans des véhicules de tourisme, un peu plus de 500 personnes qui étaient contrôlées. Et enfin, effectivement, dans les trains de marchandises aussi, effectivement, c'est des choses aussi qui sont notables. Alors, par rapport je dirais un travail qui avait été réalisé à cette époque-là, hein, l'idée, c'était un peu pour saisir une partie de ces parcours migratoires. On avait demandé, avec notamment un salarié de la Croix-Rouge, Omar Derwish, on avait demandé pendant 7 mois aux étrangers qui arrivaient dans le camp de Sangatte, c'est-à-dire des personnes qui demandaient à bénéficier d'un lit, voire d'une couverture, hein, de nous donner leur billet SNCF. Et voilà, on avait pu, comme ça, récolter près de 4500 billets SNCF sur cette période-là, qui nous ont permis d'établir cette carte sur laquelle on distingue, au-delà des principales routes migratoires en provenance d'Italie, voire d'Allemagne, bon, c'est des choses assez classiques, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des gares qui sont à proximité d'un port à partir duquel les personnes ont aussi tenté de gagner l'Angleterre, et donc ce sont des choses qui se sont développées, je dirais, très rapidement avec le renforcement des contrôles qui se sont opérés dans la région de Calais. Et vous voyez les points en bleu, notamment, hop, je vais arriver. Les points en bleu, voilà, montrent effectivement ces tentatives de passage qui s'opèrent depuis d'autres lieux frontaliers. Il y a aussi tous ces points en jaune, hein, qui montrent alors deux choses. C'est effectivement soit des personnes qui sont montées dans des camions qui ne prenaient pas la bonne direction et qui sont descendues à un moment donné et qui sont revenus vers la région de Calais, ou aussi des possibilités, aussi des tentatives qui s'opèrent aussi en amont et qui commençaient aussi à se développer à cette époque-là. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on remarque aussi dès le début des années 2000. Et donc, au cours des années qui vont suivre la fermeture du camp de Sangatte, je dirais, on a un processus de passage qui va cesser de s'élargir au sein des départements, d'une part, du Pas-de-Calais et du Nord, mais aussi, alors on pense notamment à Norenfonte, à Steenvoorde, mais aussi dans d'autres départements qui forment la frontière avec le Royaume-Uni. Et donc, en renforçant, je dirais, la surveillance des frontières, notamment au point de passage, ce qu'on appelle dans le jargon les points de passage autorisés, hein, les PPA, les États européens poussent un grand nombre d'exilés à avoir recours à des voies de plus en plus dangereuses. Et effectivement, le travail mené par Maël et notamment Nicolas Lambert, là, ce travail qu'ils ont mené, montre effectivement tout ce drame qui se joue aussi sur la frontière transmanche, avec une volonté aussi de rappeler qu'on a affaire avant tout à des personnes, des gens, des femmes, des hommes, des enfants. Et ça, c'est effectivement un long travail. Et je crois que l'importance aussi de localiser, je dirais, ces drames en lien avec les dispositifs permet aussi de montrer aussi cette corrélation qui est absolument très, très, très forte. Donc voilà, donc ça sont des choses, et donc on voit bien aussi que je dirais, ces tentatives s'opèrent aussi depuis la Belgique et aussi depuis, notamment aussi, parfois on a vu aussi des tentatives qui s'opéraient aussi depuis les Pays-Bas, même si elles sont en nombre beaucoup moins important qu'en France. Voilà. Alors, sur la deuxième partie dont j'ai parlé, notamment ce que j'ai appelé un paysage local de Caen, un clin d'œil au travail de Michel Agier.
l'idée, c'est, je dirais, de revenir sur ces principaux camps qui ont marqué, qui continuent de marquer aujourd'hui la situation migratoire. Hein. Donc, ça a été marqué par l'établissement d'une multitude, je dirais, de camps éphémères. Alors, éphémères, ça peut être de quelques semaines à plusieurs mois, voire plusieurs années, mais il y a parfois une durabilité qui est un peu plus forte. Et on voit bien que durant ces 30 dernières années, très peu de campements ont été gérés par l'État, hein, et seuls quelques-uns ont été gérés aussi par des associations, voire en soutien avec les collectivités territoriales. Donc les lieux de vie sont principalement marqués par des conditions de vie inhumaines et dégradantes, je dirais, soit une multitude d'espaces de transit. Alors, un bref rappel, j'ai essayé de faire une classification assez rapide, hein, de ces camps qui ont marqué, je dirais, les 30 dernières années, la région de Calais, mais aussi les autres régions du littoral et aussi les l'Hinterland de cette frontière. Il faut rappeler quand même que dès 1986, au milieu des années 80, à l'époque, c'était la seule association qui s'appelait la Belle Étoile, qui existait sur Calais et qui était parfois sollicitée par les autorités britanniques ou voire par les autorités de la police à frontières, parce que régulièrement, il y avait des renvois qui s'opéraient de personnes qui étaient en situation irrégulière depuis Douvres. Et on a eu effectivement à plusieurs reprises, je dirais, des occupations de lieux publics et notamment des occupations comme les terminaux portuaires qui étaient transformés en véritables camps. Donc ça arrivait quelquefois et ça s'est suivi par, je dirais, à la fin des années 90 par des structures d'accueil, les premiers camps éphémères. Je pense notamment au camp Angorbor, qui était un camp qui était situé à Calais, qui a été utilisé pendant je dirais une période de quelques mois et ensuite qui a été fermée par les autorités. Donc voilà, on a toujours cette tolérance qui s'opère. Et enfin, je dirais, il y a eu deux seuls lieux qui ont été mis en place par l'État. C'est le camp de Sangat que vous voyez sur la photo ici, hein, qui s'appelait à l'époque le Centre d'hébergement et d'accueil d'urgence humanitaire. Hein, et donc, c'était face à cet euphémisme, je dirais que le débat sur la réintroduction de cette notion de camp est apparu à l'époque, hein, notamment avec un rapport associatif mené par le GISTI, la CIMAD, CFD, j'en oublie. Et effectivement, c'est à partir de là qu'on a commencé effectivement je dirais à dénommer l'ensemble de ces lieux par le terme de camp. Donc voilà, donc quelques images de ce qu'était ce camp à l'époque, qui a marqué beaucoup les esprits, qui continue de le marquer, et qui était donc un lieu dans lequel les personnes étaient tolérées et dans lequel elles passaient. Ensuite, on a eu un autre centre qui était bien plus tard, qui était le centre Jules Ferry. Donc le centre Jules Ferry, qui est entouré du bidonville tel qu'on l'a connu à l'époque. Et donc, ce sont vraiment les deux seules périodes où l'État a été vraiment investi dans ce lieu-là. Olivier, oui. Excuse-moi, je suis un peu le gardien du temps. Je termine. Ouais, super. Ouais, ok. Et donc, à côté de ça, bon, des choses que vous savez, mais c'est tous les campements informels qui ont marqué, je dirais, la région, hein, que ce soit ici à Nord-en-Fonte, voire ici à Grand-Sainte ou Tétéghem. Eh bien, on a eu tout un ensemble de camps informels qui se poursuit encore aujourd'hui, et notamment aussi avec quand même un temps aussi qui a été marqué notamment en lien avec, je dirais, le mouvement des no-borders aussi, qui était le temps des squats, où il y a eu quand même, qui a participé quelque part à modifier parfois la vie urbaine de Calais, dans le sens où des lieux ont été ensuite murés, etc. Mais ce temps des squats aussi était vraiment aussi important. Et je dirais, quand j'ai repris l'autre jour en relisant le rapport qu'on avait fait pour la CFDA, je notais qu'à l'époque, à l'occasion des interventions, lorsque la police venait notamment, la police ne détruisait pas toujours les abris construits par les exilés. Et là, on voit, lorsqu'on relit ça, on dit quand même qu'il y a je dirais une intensité de la répression quand même qui s'est jouée énormément sur cette question-là.
Enfin, pour terminer très rapidement, il ne faut pas oublier aussi qu'à côté de l'ensemble de ces camps qui existent, on a aussi la dimension répressive de cette migration, et ce basculement, on le voit bien notamment où la fermeture du camp de Sangatte, à la fermeture du camp de Sangatte a succédé, je dirais, la création du centre de rétention administrative de Coquelles, qui va fonctionner. Et on voit aussi qu'à côté de ça, ce graphique donc, qui méritait d'être mis à jour, mais où il y a vraiment eu un basculement avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, où effectivement on voit que l'infraction aux conditions générales d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment dans la région du Pas-de-Calais, donc ce qui est marqué en rouge foncé, va être quand même synonyme, je dirais, d'un renforcement dans la région de manière assez conséquente. Et enfin, pour terminer, j'arrête là, c'est effectivement de mentionner, c'est peut-être aussi un peu l'objectif de cette journée, que effectivement, des autorités, on voit bien depuis 25 ans, il ne faut pas en attendre grand-chose, malheureusement, et que, je dirais, les camps humanitaires, à l'image du camp des migrants de la Linière, que la mairie de Grande-Synthe, dirigée à l'époque par Damien Carême, avait fait construire avec Médecins du Monde. On retrouve ça aussi dans d'autres régions, aussi sur certaines périodes, que ce fut le cas à Norenfont, Estenvoorde, etc. Eh bien, là aussi, c'est un autre type de camp qui effectivement pousse les autorités à ce que les gens se retrouvent dans des conditions un peu plus humaines, même si c'est loin d'être la panacée. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Olivier, et merci à Marley, Olivier et Lucie. Je suis désolé, l'exercice est un peu compliqué, hein, le timing un peu serré, mais vous avez joué le jeu avec beaucoup de qualité. On va ouvrir un petit temps de discussion. Là, on a 20 minutes devant nous. Alors, les personnes qui sont présentes, n'hésitez pas à prendre la parole, soit via le chat, soit tout simplement en levant la main et en posant votre question directement. On a déjà une petite série de questions donc, qui sont apparues pendant les interventions. Donc, je vais en prendre quelques-unes. Il y en a notamment une qui est liée en fait à l'intervention d'Olivier Kahn. Plusieurs questions sur le thème des contreparties pour la France hors finance du fait d'être complice des pushbacks. Et il y a une question précise, du coup, Olivier, je vais vous la lire. Si vous pouviez ajouter plus de précisions concernant la justification au renoncement français de souveraineté, est-il possible d'expliquer ce renoncement de souveraineté par la peur du gouvernement français d'être associé à de potentiels rejets à la mer des migrants par les Britanniques? Cette explication est-elle valable pour la totalité de la période courant de 1990 à nos jours? Mon impression est que les accords du Touquet marquent réellement cette perte de souveraineté et que pour autant la pression migratoire n'était pas en 2003 à un niveau comme elle a pu l'être quelques années plus tard durant le printemps arabe. Y a-t-il donc d'autres facteurs qui puissent expliquer l'asymétrie de cette coopération? Peut-être qu'on peut commencer avec cette question, Olivier, si ça vous va. Très bien. Alors, effectivement, l'explication que j'ai donnée, c'est l'explication qui m'est donnée par deux ministres de l'Intérieur différents. Je crois qu'il faut quand même prendre au sérieux cette explication, même si je vois que M. Voiron, par exemple, en doute. Il y a dans l'attitude des Britanniques depuis 35 ans une position qui est celle du rapport de force, qui est celle de créer quelque chose d'extrêmement violent. Et je crois que la différence, enfin, ce qui m'incite à considérer qu'il faut le prendre au sérieux, c'est la différence de l'image que les deux pays essayent, donc la France et le Royaume-Uni, essayent de renvoyer sur la scène internationale. C'est-à-dire que, pour tourner les choses clairement, le Royaume-Uni ne prétend pas être un modèle de vertu ni le pays des droits de l'homme sur la scène internationale, tandis qu'effectivement la France aurait à assumer sa contribution à ce genre de choses. Alors après, c'est vrai que ce que les deux ministres me disent quand je les interroge là-dessus, c'est qu'il n'y a pas d'autre contrepartie. Moi, j'ai longtemps pensé qu'effectivement, il était probable que les Britanniques aient mis dans la balance d'autres éléments et je pense
pensé, mais à chaque fois, les deux ministres me l'ont contesté. Je pensais que les Britanniques avaient peut-être mis dans la balance l'échange de renseignements, et particulièrement l'échange de renseignements en matière terroriste, puisque le Royaume-Uni constitue la porte d'entrée du renseignement antiterroriste US dans l'Union européenne. Et donc, qu'ils ont effectivement en la matière des moyens de pression assez importants. Je crois qu'il y a aussi autre chose, et là, évidemment, aucun ministre de l'Intérieur ne le pourra le dire, c'est que, à mon avis, la situation telle qu'on la connaît et le déséquilibre qui existe dans les accords tient aussi largement au fait que les Britanniques ont fait les choses sérieusement et pas nécessairement les Français. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il m'a entre autres été rapporté la manière dont l'accord du Touquet avait été négocié. D'un côté, vous avez Nicolas Sarkozy qui envoie son Sherpa, donc le dénommé Martinon, qui ne connaissait absolument rien à la question, qui va faire une ou deux réunions avec quelques chefs de police ne rencontrant absolument pas les gens du terrain, et qui va se retrouver à négocier en direct avec une délégation britannique composé, entre autres, des représentants de la European Liaison Unit de la Kent Police et d'autres représentants. Bref, une grosse délégation compétente avec un pouvoir de négociation et des choses comme ça. Voilà, on a assisté à la même chose au niveau de l'Union européenne. Les Britanniques, au stade des négociations, font les choses sérieusement et obtiennent en général ce qu'ils veulent, ce qui n'est pas nécessairement le cas des autorités françaises. Voilà. Après, pour ce qui est de la contrepartie financière, là aussi, il faut quand même être très clair là-dessus. La France est une frontière extérieure de l'espace Schengen, donc la gestion de cette frontière a un coût réel que de toute façon, la France devrait assumer. Et c'est vrai que le Royaume-Uni en assume une large partie. Alors, appeler ça participation ou frais ou contrepartie, c'est bon. Mais c'est vrai que le coût financier qui, de toute façon, s'imposerait à la France à raison de ses engagements dans Schengen et comme frontière extérieure est largement partagé par les Britanniques. Merci, merci Olivier. Une seconde question, toujours via le chat, qui s'adresse un peu plus à Marley, et je crois qu'il a été posé par Darius. Les accords bilatéraux ont été justifiés en large partie par les deux gouvernements à cause de l'environnement médiatique très hostile envers la situation à Calais. Étant donné votre expérience dans la politique publique, quelles possibilités voyez-vous maintenant pour sortir de ce cycle vicieux ou de ce cercle vicieux entre politique et médias? Thank you. Yes. Well, I guess there are two ways of looking at this. One is, what are the chances of breaking out of it, and what is, if there is a chance, how to do it. De pouvoir vraiment briser ce cercle, est-ce qu'il y a vraiment des possibilités? Je crois qu'il est très difficile, bien entendu. Et toutes les présentations ont montré le fait que cette question date de très longtemps. Donc, début des années 2000, le gouvernement travailliste à l'époque pensait qu'il devait vraiment répondre à cette pression médiatique et politique vraiment énorme. Et donc, en ce qui concerne la situation actuelle, je pense qu'il y a peut-être moins de pression médiatique et politique, mais quand même, le gouvernement prend une démarche assez similaire. Je crois que nous pouvons quand même citer quelques différences clés. Lors des années, au début des années 2000, il y avait une certaine reconnaissance par rapport au fait que les Britanniques et les Français voulaient travailler plus ensemble. Là, maintenant, à cause de toutes les tensions pour Brexit, il y a peut-être plus de difficultés à cet égard. Nous devons peut-être discuter comment mieux soutenir les personnes dans ces camps, même si cela fait seulement une petite partie de la discussion. Maintenant, je crois que cette question est notablement absente. Donc, je pense que pour briser ce cercle, dans ce contexte
politique actuel, je crois que ce serait assez difficile, mais nous travaillons maintenant sur la question de la coopération entre le Royaume-Uni et la France pour résoudre les questions de statut d'immigration et également pour considérer le fait que même si tous les efforts qui ont été faits depuis les années 2000 pour rendre le système d'asile moins accessible aux personnes, pour vraiment augmenter les mesures de sécurité, nous avons quand même identifié des erreurs et le fait que ces systèmes ne marchent pas. Comment vraiment déterrer les gens? Tous les efforts jusqu'à ce point n'ont pas porté fruit. Donc, comment vraiment conceptualiser cette situation dans une manière différente, même d'une perspective purement pragmatique? Comment résoudre le statut des personnes? Hein? Au lieu de conceptualiser cette question seulement du point de vue sécuritaire ou du point de vue d'empêcher les gens d'entrer dans un pays. Merci Marley. Peut-être avant de reprendre quelques questions qui ont émergé encore dans le chat, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient prendre la parole et poser une question, si possible de manière brève? N'hésitez pas en tout cas à vous signaler. Ok. Alors, dans ce cas, je continue avec... alors, on me signale qu'il y a Lucie Bosros qui voudrait prendre la parole, je crois, c'est ça? Ou... Oui, merci. Je voulais juste dire quelque chose par rapport à cette question du cercle entre les politiciens et les médias. Comment vraiment briser ce cercle, hein, ou cette position par défaut qui est contre les migrants et raciste essentiellement. Je pense qu'il n'y a pas de réponse vraiment complète pour transformer tous les médias. Mais je pense qu'en tant qu'individu ou organisation, lorsque nous nous engageons avec les médias, la chose la plus importante est de se rappeler que nous ne pouvons pas nous permettre d'être vraiment figés dans ce discours parce qu'il n'y a pas de solution émergente des termes actuels du débat. Donc, les termes actuels sont basés essentiellement sur toute une série de fantasies. Donc, cette fantaisie que la migration est son précédent aujourd'hui, que les schémas migratoires sont déconnectés des actions des États européens historiquement et aujourd'hui à travers du monde, la fantaisie que la migration peut être empêchée et la fantaisie que les migrants non désirables peuvent être rendus invisibles. Hein? À travers de ces politiques de répression ou de sécuriser les frontières, etc. Donc, les solutions basées sur cette série de fantaisies mènent seulement à la misère et au décès. Donc, nous devons vraiment essayer de changer la donne, je pense, de commencer avec une série d'assumptions différentes, alternatives, pour vraiment essayer, pas complètement, comme j'ai déjà dit, mais d'essayer de transformer au moins une partie des médias lors des interactions publiques. Donc, de ne pas rentrer dans des termes de débat problématiques. Hein? Nous devons absolument nous engager dans une autre perspective à travers de notre discours, dont sans être pris dans cette piège
Ce qui n'est pas facile, bien entendu, hein, parce que les personnes vont vous poser ces questions hein, basées sur cette série d'assumptions, comme j'ai dit, qui sont liées à ces fantaisies hein, que nous pouvons faire disparaître les gens et que le mouvement sont complètement déconnectés avec les actions de nos pays. Donc voilà, nous devons être absolument préparés pour lutter contre ce type de discours. Merci beaucoup, Lucie. Alors, il y avait Anton Dixon qui souhaitait prendre la parole. Oui, je vais être bref. Je voulais dire que l'utilisation de ce mot fantasy est vraiment intéressant parce que ce que les gouvernements britanniques et français font est intéressant et va toujours y avoir des migrations. J'ai assisté au sommet climat pendant les 2 dernières journées. Nous savons que les questions climatiques vont tout à fait affecter des millions de personnes qui vont migrer. Hein? Donc, ces questions liées aux médias sont très intéressantes. Maintenant, les jeunes ont accès aux médias alternatifs hein, à travers des réseaux sociaux, Twitter, Insta, etc. Donc, ce qui est très intéressant. Mais nous devons bien défier l'idée que cela est lié aux questions racistes. Nous devons absolument regarder quels sont les chemins pour vraiment permettre aux gens d'acheter la citoyenneté européenne. Je crois qu'il y a des schémas, des arrangements au niveau des visas qui permettent aux personnes riches d'accéder au pays désiré et que la situation est complètement différente dépendant de votre situation financière. Donc, l'idée de vraiment essayer d'encourager les gens à bien comprendre la situation des migrants et des personnes qui cherchent l'asile. Comment comprendre le sens commun, entre guillemets, produit par les médias par rapport au droit de vivre dans un pays donné, comme le Royaume-Uni. La question des impôts est également intéressante. Les migrants ici dans ce pays qui travaillent contribuent au financement de notre pays et paient beaucoup plus d'impôts respectivement comparé avec les riches. Donc, comment est-ce que nous pouvons vraiment essayer de mentionner ces aspects et de les faire rentrer dans ce discours pour vraiment défier la situation actuelle et définir les intérêts communs pour notre population. Hein? Surtout pour la classe travail, et comment être plus en solidarité les uns avec les autres. Cette question de la nationalité doit être défiée également. Qu'est-ce qui crée ces choix? Comment avoir un pays qui est disponible, accessible à tous? Comment bien résoudre des questions culturelles à cet égard? Comment vraiment définir un nationalisme, si vous voulez, positif, pour vraiment créer un pays positif pour tous les citoyens? Hein, je crois que nous devons promouvoir ces idées. Merci. Merci, Anton. Olivier, vous souhaitiez prendre la parole? Olivier Clochard? Oui, je voulais simplement dire une chose, c'est effectivement par rapport à ce terme de fantaisie, moi je n'emploierais peut-être pas forcément comme ça, mais c'est vraiment cette impossibilité aussi, notamment pour le gouvernement français, de penser à des alternatives face, je dirais, à une situation qui perdure depuis maintenant bientôt 30 ans. Et on le voit où il y a eu simplement une lueur, hein, et le terme est peut-être un peu fort, hein, d'espérance au moment de l'arrivée de Cazeneuve au ministère de l'Intérieur, où il avait missionné, pour rappel, deux personnes, hein, qui étaient Jean Haribo et Jérôme Vignon. L'idée, c'était d'essayer de regrouper l'ensemble des acteurs
pour tenter de trouver, je dirais, des remèdes ou du moins des modalités qui soient beaucoup plus humaines à la situation des personnes qui transitaient par Calais. Et on a bien vu lors de ces différentes réunions qui ont pu avoir entre les différents acteurs que il n'y avait pas vraiment de dialogue qui s'opérait, que ce soit entre les forces de l'ordre ou entre les administrations, que c'était essentiellement les associations qui parlaient, qui proposaient des solutions, notamment à travers la PSM, mais pas que. Et donc, on avait des autorités qui étaient vraiment très peu loquaces, et, parce que derrière, il n'y a pas de volonté politique. Et donc, effectivement, on montre quelque part une volonté de changement, mais sans réelle intention. Et ça, je crois que ça a été un exemple aussi assez, assez évocateur, à mon avis, de cette absence de volonté de changement. Merci Olivier. Peut-être une dernière question ouverte à tous les intervenants, intervenantes, qui a été posée dans le chat au début. La personne disait, on entend, dans les médias traitent depuis le Brexit en disant le Brexit a changé les choses, le Brexit n'a rien changé. D'après vous, qu'est-ce qu'il en est, sachant qu'il y a quand même des évolutions assez significatives, le retrait par exemple du Royaume-Uni du règlement Dublin. Quel est votre point de vue? Voilà. Ok. Je peux répondre oui? Oui, merci Lucie. Alors, sur le Brexit. Une des choses les plus importantes pour le Brexit, c'était une question sur l'immigration, au final. Même si l'immigration n'avait rien à voir avec le fait que le UK faisait partie de l'Europe. Mais les différentes crises avec les migrants ont été utilisées et mobilisées par les personnes qui voulaient quitter l'Europe, en disant on n'aurait pas tous ces migrants horribles qui vont venir sur notre territoire. Je pense que c'est une partie très importante sur l'identité du gouvernement qui est actuellement au pouvoir au Royaume-Uni. On a un parti qui est le parti du Brexit qui est au pouvoir actuellement. Donc, quand on voit que Priti Patel, le ministre de l'Intérieur, qui parle de la militarisation de la Manche et la réponse qu'elle apporte, c'est juste montrer à leurs supporters et à leur électorat, vous voyez, on est en train de mettre en place tout ce dont vous avez demandé pour le Brexit. Et donc, elle est extrêmement populaire avec les gens conservateurs au Royaume-Uni. Et beaucoup, vous savez, le Brexit représente beaucoup de mythes et de symbolisme sur ce problème spécifique d'être membre de l'Union européenne. Je pense que c'est important et je pense que, en réalité, je pense qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes sur ce qu'allait se passer avec le système d'asile quand le Royaume-Uni a quitté l'Europe. On a eu ces accords bilatéraux avec la France. Et je suis assez sceptique au final, au-delà des mots et de tout ce qui est mis en place. Je ne pense pas qu'il y ait une différence très importante. Je ne sais pas si la France va être moins enclin à mettre en place les contrôles juste à peser, je ne sais pas. Mais lorsqu'on y pense, avec tout ce qui a été dit aujourd'hui, je pense que pourquoi la France continue, pourquoi la France est toujours d'accord à mettre ça en place. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, le rôle des entreprises, la pression, le port de Calais, toutes ces choses qui gravitent autour le commerce, les sanctions. Et je pense que
ils essayent de sauver la face, la gestion de leur image publique. Je pense que en pratique, je ne pense pas que le fait d'avoir quitté l'Union européenne et d'avoir fait le Brexit aura un effet concret sur la situation pour légitimiser ce qui se passe sur les réfugiés. Je pense que ça n'aura pas d'impact. Merci, Lucie. On est un peu coincé par le... Brièvement. N'a aucun effet puisque les accords sont bilatéraux et ils ont été négociés en dehors du droit européen. En revanche, à mon avis, l'incidence que peut avoir le Brexit est un changement d'attitude des partenaires européens à l'égard de la France. C'est-à-dire que jusqu'ici, le respect, entre autres, des règles de l'acquis Schengen par la France a été plus que discutable, mais toléré par l'Italie, par l'Allemagne, par la Belgique, à raison du fait que le Royaume-Uni était dans l'Union et qu'après tout, on cédait, comme l'a dit Lucie, beaucoup de choses au Royaume-Uni en matière migratoire au sein de l'Union et qu'il n'y avait pas de raison de reprocher à la France de faire la même chose en direct avec les Britanniques. Ce que je pense, c'est que le Royaume-Uni étant sorti de l'Union européenne, les autres États n'ont plus de raison de tolérer la situation particulière faite en France et le non-respect, entre autres, de Schengen par la France pour gérer la situation à Calais. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose de très, très intéressant dans le changement de discours français. Jusqu'à présent, c'était nous allons dénoncer éventuellement. Là, Darmanin parle d'un accord européen d'un côté et Royaume-Uni de l'autre, c'est-à-dire que la France rejoindrait le groupe Union européenne. Après, je pense aussi que la France n'a pas le choix, parce que si demain on dénonce, enfin j'entendais que Xavier Bertrand l'avait proposé, par exemple, dire « moi je dénoncerai tout seul », si demain on dénonce, après-demain, on a 50 000 personnes à Calais, c'est-à-dire que l'Italie va ouvrir, la Grèce va ouvrir, et tout le monde va rejoindre Calais pour essayer de passer au Royaume-Uni si la frontière n'est plus contrôlée. C'est une réalité européenne qu'il faut aussi prendre en considération. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. On est tenu par le temps. Mais surtout, je préfère annoncer tout de suite qu'il y aura d'autres temps de discussion en fait, au cours de la journée. Donc, des questions qui n'auraient pas forcément été abordées maintenant, on pourra les aborder plus tard. Il est temps pour moi de conclure du coup cette première table ronde. Merci beaucoup aux 4 intervenants, Olivier, Lucie, Olivier et Marley. Merci d'avoir joué le jeu et merci pour tous vos apports très riches et denses. Je pense que ça a bien posé, à mon avis, le contexte et le cadre autour de cette frontière France-Belgique-Royaume-Uni. On va enchaîner directement avec la seconde table ronde qui va être modérée par ma camarade Frances. Merci donc encore aux intervenants. Merci aussi aux 2 interprètes qui assurent brillamment la traduction simultanée. Et je passe immédiatement la parole à Frances.